Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant l'IPv4. Alors, nous allons rentrer un petit peu plus dans les détails du protocole et nous allons commencer à parler des notions d'adresse IP publique et d'adresse IP privée. Tout d'abord, il faut savoir que le nombre d'adresses IP a un nombre fini. C'est un nombre fini. Vous avez deux exposants 32 possibilités, c'est-à-dire environ 4 200 000 adresses disponibles. Au tout début, ces adresses, elles étaient distribuées entre les différents acteurs qui travaillaient sur, entre guillemets, la création de l'Internet. Après, il a fallu mettre un petit peu de l'ordre dans tout ça, et nous avons mis de l'ordre autour de l'organisation IANA, donc Internet Assigned Numbers Authority. C'est en fait une organisation qui gère cette manne, ce pot d'adresses IP qui sont disponibles, et qui va s'occuper de les distribuer au niveau des différentes régions. Donc au niveau régional, nous avons aussi des organisations qui gèrent partie de ces adresses IPv4. Nous avons ce qu'on appelle des Regional Internet Registries. Donc nous avons par exemple ARIN pour l'Amérique du Nord, LACNIC pour l'Amérique du Sud, RIPE-NCC pour l'Europe, AFRINIC pour l'Afrique et APNIC pour l'Asie-Pacifique. Alors dans certaines régions, on demande une gestion plus précise au niveau des pays. Donc là, nous descendrons encore d'un niveau jusqu'au National Internet Registry, qui va s'occuper alors essentiellement d'un seul pays. Ici, c'est une vue en fait de tous les blocs d'adresses IPv4 qui sont possibles sous forme de blocs /8. Alors pourquoi sous forme de bloc /8? Parce que IANA distribue en fait minimum des /8 aux différentes régions. Alors, nous voyons que nous avons au total 255 blocs de 0 à 255 qui peuvent être assignés pour distribuer des adresses IP publiques. Des adresses IP tout court d'ailleurs, parce que certaines adresses sont réservées. Donc si on voit ici les cases qui sont en orange ou les cases qui sont en jaune, nous avons par exemple les adresses 10, ce sont des adresses IP privées, donc ce bloc-là est réservé pour des adresses IP privées, ne peuvent pas être assignées comme adresses IP publiques. Nous voyons qu'une partie aussi de 192 et une partie de 172 sont réservées également pour des adresses IP privées. Donc là aussi, ce sont des adresses que nous ne pouvons pas utiliser pour assigner des adresses IP publiques. Mais globalement, ce petit tableau représente en fait toutes les adresses IPv4 possibles et imaginables. On voit que c'est divisé en trois sous-catégories, la classe A, classe B, classe C. Donc là, c'est simplement pour définir quelle est la taille du réseau qu'on peut assigner. Donc une classe A, ce sera un /8, une classe B sera une /16, une classe C sera un /24. Je reviens sur les classes un petit peu plus tard. L'avant-dernière ligne est aussi réservée pour du multicast, donc ce sont toutes des adresses multicast. Alors le multicast, c'est un petit peu particulier, nous reviendrons là-dessus aussi un peu plus loin dans la vidéo. Et la toute dernière ligne, c'est simplement un certain nombre d'adresses qui ont été gardées, qui sont réservées pour un usage futur. Jusqu'à présent, je ne pense pas qu'il y ait encore eu d'usage pour ces adresses-là, mais voilà, ça peut toujours venir. Alors, pour la partie où je détaille un peu plus quelles sont les adresses qui sont réservées, pour plus de lisibilité, je vous invite à aller visiter la page de Wikipédia où vous avez un très beau tableau qui rassemble toutes les réservations d'adresses IP ainsi que les RFC qui font référence et qui expliquent donc pourquoi ces adresses sont réservées. Les adresses IP publiques, elles sont absolument nécessaires pour pouvoir communiquer sur Internet. Donc une adresse IP publique, je vous ai dit, on peut faire l'analogie avec l'adresse postale, permet de joindre un autre qui se trouve sur l'Internet. Alors, elles doivent être uniques, évidemment. Si vous avez deux fois la même adresse, eh bien le paquet, soit il va arriver à la mauvaise adresse, soit il va arriver aux deux adresses, soit il ne va pas arriver du tout. Donc c'est important, il faut qu'une adresse publique soit unique. Ensuite, elle est routable. Alors quand je dis routable, c'est bien routable sur l'Internet. Donc ça veut dire que cette adresse, elle sera connue partout sur Internet et va permettre justement l'acheminement vers cette hôte de destination particulière. À côté des adresses publiques, nous avons les adresses privées qui, elles, ne sont pas routées sur Internet. Donc ce sont des adresses qui ne sont valables que localement.
Et ce sont des adresses qui permettent une communication également locale, mais si vous devez communiquer avec une machine sur une adresse publique sur l'Internet, vous allez devoir traduire ces adresses. Donc on va utiliser des mécanismes qui s'appellent NAT ou PAT, donc NAT pour Network Address Translation, PAT pour Port Address Translation, que nous verrons plus loin. Les blocs d'adresses privées sont connus. Donc vous pouvez faire référence au tableau que nous avons vu juste avant, mais nous avons donc 3 blocs d'adresses IP qui sont réservés pour les adresses privées. Le bloc 10.0.0/8, donc ça veut dire que tout le bloc 10 est réservé comme des adresses privées, et sert à assigner ce qu'on appelle une classe A, donc l'adresse 10 quelque chose. Nous avons le bloc 172.16.0.0/12, donc c'est-à-dire que nous avons ici 16 range classe B, donc 16 classe B contiguë, le 172.16.0.0/16, 172.17.0.0/16, etc., etc., jusque 172.31.0.0/16. Enfin, le dernier bloc d'adresse privée, 192.168.0.0/16, ça, c'est un bloc qui nous permet d'assigner des classes C comme adresse privée. Donc nous avons 256 classes C possibles. Donc 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24, 192.168, etc. jusque 192.168.255.0/24. Au niveau des types d'adresses, nous avons tout d'abord l'adresse unicast. Alors l'adresse unicast, c'est l'adresse qui vous permet de communiquer d'une machine à une autre machine. Donc en gros, qu'elle soit privée ou publique, c'est l'adresse que vous utilisez simplement pour une communication sur un réseau. L'adresse broadcast, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, c'est une adresse un petit peu particulière. Donc c'est l'adresse qui est représentée par, lorsque tous les bits machine, donc côté machine, c'est-à-dire les bits à 0 dans le masque, quand tous ces bits machine sont à 1, nous avons l'adresse du broadcast. Et là, dans ce cas-là, nous communiquons non pas avec une seule machine, mais bien avec toutes les machines du réseau, donc tous les hôtes du réseau. Enfin, nous avons les adresses multicast. Alors, les adresses multicast, c'est des adresses un petit peu particulières. On peut faire une analogie avec un abonnement. Donc, quand nous allons envoyer des paquets vers une adresse multicast, seules les machines qui ont cette espèce d'abonnement, donc qui auront cette adresse multicast configurée sur leur interface, recevront ces paquets. Donc, c'est une relation en fait de une machine à plusieurs machines. Pas toutes les machines du réseau, pas qu'une seule machine du réseau, mais bien un certain nombre de machines du réseau. C'est utilisé par exemple pour du streaming vidéo. Je vous avais parlé déjà de la classe A, B et C que nous avons vu sur le tableau récapitulatif de toutes les adresses, de tout l'espace IPv4 disponible. Alors, que représentent ces classes ? Nous avons les classes A, B et C qui représentent en fait des tailles de réseau. Alors la classe D et E, donc ce sont les adresses multiclasses et les adresses réservées à un usage ultérieur. Donc ce qui nous intéresse ici particulièrement, c'est les classes A, B ou C. En fait l'idée c'est de représenter des réseaux de tailles différentes. Donc quand on alloue des adresses de 1 à 126, on allouera tout un bloc de classe 8. Quand on veut allouer une adresse 128 jusqu'à 191, enfin qui commence par 128 jusqu'à 191, on allouera plutôt des blocs /16, et lorsqu'on est au-dessus de 192, on allouera plutôt des blocs /24. Alors ces blocs sont représentés par des masques, ce qu'on considère des masques naturels, car ils sont faciles à lire pour l'homme. Donc la classe A, c'est un /8, donc 255.0.0.0, c'est-à-dire que les 8 premiers bits sont à 1. La classe B, 255.255.0.0, c'est-à-dire que les 16 premiers bits sont à 1, une /16. Et la classe C, 255.255.255.0, c'est-à-dire les 24 premiers bits à 1, c'est-à-dire un /24. Au niveau du nombre des machines, donc on avait vu le petit calcul, donc pour savoir le nombre d'hôtes, vous avez deux exposants, le nombre de bits à 0 au niveau du masque, donc le nombre de bits qui représentent les machines. Donc pour une classe C, nous avons deux exposants 8, toujours moins 2, donc on enlève la première adresse, la 0 qui représente le réseau, et là, dans le cas d'une classe C, la 255 qui représente en fait le broadcast. Donc nous avons bien 256 moins 2, 254.
Pour une classe B, même calcul, mais nous avons 65 534 machines, donc 2 exposants 16. Les deux derniers groupes de 8 bits sont à 0 pour les machines. Donc nous avons 2 exposants 16, moins 2, 65 534. Et pour une classe A, vous avez jusqu'à 16 777 214 hôtes possibles sur le réseau. Alors on parle de masques naturels parce que ces masques sont faciles à lire, comme je vous l'ai dit. Pour une classe A, simplement, quand on veut savoir l'adresse du réseau dans lequel on se trouve, eh bien on prend simplement la première valeur décimale et puis on fait .0.0.0/8, donc c'est très facile à lire. Pour une classe B, on prend les 2 premières valeurs décimales, et pour une classe C, on prend les 3 premières valeurs en décimale comme adresse du réseau. Alors, je prends un petit exemple. Nous avons par exemple une entreprise avec une centaine de machines. Donc, quand cette entreprise demandait à l'époque un range d'adresse IPv4, eh bien, elle se voyait attribuer une classe C. Donc, une classe C avait la possibilité, toujours d'ailleurs, d'avoir 254 adresses qu'on peut assigner à différentes machines. Alors, une autre entreprise, par contre, qui elle avait besoin par exemple de 400 machines, eh bien, une classe C, c'était trop court, donc on lui attribuait une classe B, ce qui veut dire qu'elle avait 65 534 adresses qu'elle pouvait assigner à des machines. Alors là, on voit évidemment le gros problème de ce principe des classes, c'est que du coup, on se retrouve avec un très grand nombre d'adresses qu'on ne va pas utiliser. Alors, nous avons aussi la notion de sous-réseau. Donc la notion de sous-réseau, c'est la possibilité de diviser un réseau en plusieurs sous-réseaux. L'idée, c'est de faire une subdivision logique en réseaux de plus petite taille. Et on va, pour ce faire, ajouter un troisième champ. On va en fait emprunter des bits à la partie haute du masque. Donc on va avoir un netID plus un certain nombre de bits en plus, les borrowed bits qu'on va emprunter à la partie haute, et toujours donc le host ID. Je reviens avec mon exemple de l'entreprise qui avait besoin de 100 machines, qui sont réparties par exemple dans 4 départements. On lui a assigné une classe C, ou en tout cas dans ce cas-ci c'est une adresse privée 192.168.10.0/24, et on va diviser en fait cette classe C en 4 sous-réseaux. Pour ce faire, on va emprunter 2 bits à la partie haute. Donc on a un masque qui devient donc 255, 255, 255, et dans ce cas-ci 192, puisque donc on a pris 2 bits en plus à la partie haute. Alors, si on emprunte 2 bits, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ces 2 bits, la partie en tout cas du réseau, ces 2 bits peuvent devenir 00, 01, 10 ou 11. Donc nous avons bien divisé le réseau en 4 sous-réseaux. Et ces 4 sous-réseaux sont 192.168.10.0/26, 192.168.10.64/26, 192.168.10.128/26 et 192.168.10.192/26. Alors, je vous donne ça ici pour l'instant juste comme un petit exemple. Nous ferons évidemment des exercices de subnetting un petit peu plus loin, un petit peu plus tard dans les vidéos, où je vous expliquerai plus en détail comment faire du subnetting et comment obtenir cette division. En tout cas, vous pouvez retenir, quand on divise en sous-réseaux, pour savoir combien de sous-réseaux nous avons créés, eh bien, nous faisons simplement 2 exposants, le nombre de bits que nous avons emprunté à la partie haute. Donc, dans notre cas, ici, nous avons emprunté 2 bits, nous avons donc divisé en 2 exposants 2, c'est-à-dire 4 sous-réseaux.